Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula, à la une aujourd'hui. Maroc-Suriname, les deux pays mettent en place une feuille de route pour renforcer leur coopération un peu plus d'un an après que ce pays des Caraïbes ait retiré sa reconnaissance de la pseudo-RASD. À Rabat, 5 conventions sont conclues entre les deux pays. Le secteur de l'habitat au cœur des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de Cheder Afrique. L'expérience du Maroc y est présentée particulièrement en matière d'habitat insalubre et de financement de logements. L'œuvre et la pensée de l'écrivain et académicien français François Mauriac fait débat au 31e colloque international consacré à cet humaniste, prix Nobel de littérature en 1952 et grand ami du Maroc. 47 ans après sa disparition, un hommage est rendu à un auteur vu comme un homme courageux et généreux. Mais d'abord, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président américain Donald Trump suite à l'attaque terroriste ignoble perpétrée au quartier de Manhattan à New York et qui a fait plusieurs victimes. Dans ce message, le souverain fait part au nom du Royaume du Maroc et de sa ferme condamnation de cet acte criminel lâche, réitérant au président Trump sa forte solidarité et son adhésion totale aux efforts internationaux visant la lutte contre le fléau odieux du terrorisme, rejeté par toutes les religions célestes et les valeurs humaines et universelles. Tout en l'exprimant au président américain et à travers lui aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple américain ami, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Sa Majesté le roi souhaite aux familles des victimes patience et réconfort et aux blessés prompt rétablissement. Le conclave hebdomadaire du gouvernement caractérisé ce jeudi par une allocution du chef du gouvernement qui est revenu sur le score du Maroc dans le Doing Business 2018. Saadil Atmani a considéré que le classement du Royaume, 69e sur 190 pays, noté dans ce rapport était une bonne performance, en reconnaissant que ce résultat est le fruit d'efforts consentis depuis plusieurs années par le Royaume, secteur public et privé confondus. À l'agenda de ce conseil, un projet de Daïr portant réorganisation des forces auxiliaires et définition du statut spécial de ses membres et ses textes d'application. Le conseil a aussi examiné un projet de loi modifiant la loi relative à la presse et l'édition et un accord de coopération et d'assistance administrative dans le domaine douanier entre les gouvernements du Maroc et de Russie, signé en octobre 2017, ainsi qu'un projet de loi portant approbation du dit accord. Cela fait un peu plus d'un an que la République de Suriname retirait sa reconnaissance de la pseudo-RASD. Aujourd'hui, le pays entend renforcer sa coopération avec le Maroc. En visite dans le Royaume, la ministre des Affaires étrangères de ce pays des Caraïbes a rencontré son homologue marocain, Nasser Bourita. 5 conventions ont été signées, dont une qui se définit comme une feuille de route dans la perspective d'une coopération économique et technique. Mohamed Touanina, Nisri El-Hamdawi. Un nouveau chapitre s'ouvre dans les relations entre le Maroc et la République du Suriname. Ce pays d'Amérique du Sud, qui avait retiré l'année dernière sa reconnaissance de la pseudo-RASD, affiche aujourd'hui sa volonté de nouer avec le Royaume d'ambitieux partenariats dans différents domaines. Ce rapprochement entre Rabat et Paramaribo est ici scellé par la signature de 5 conventions, dont la feuille de route de coopération économique et technique. Des projets communs de développement se profilent à l'horizon. This meeting is a historic one. Cette rencontre est historique. Elle est historique parce que nous avons décidé ce matin de renforcer nos liens non seulement avec le Maroc, mais aussi avec l'Afrique. Nous avons décidé d'établir un nouveau cadre pour la coopération bilatérale et de renforcer le dialogue politique. Nous avons également convenu d'engager une coopération dans les domaines économiques, techniques et culturels en vue de répondre aux aspirations et aux ambitions de nos gouvernements et de nos peuples. Cela est très important. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel. Ces dernières années, le Maroc a renforcé sa présence dans la région des Caraïbes. De nouvelles perspectives de coopération sud-sud se dessinent, principalement après le retrait de la reconnaissance de la pseudo-RASD par plusieurs pays de la région.
Il y a 6 ans, 10 pays de la région des Caraïbes reconnaissaient la pseudo-race d'aujourd'hui. Il en reste seulement 3 pays qui soutiennent encore cette entité fantoche. Aujourd'hui, nous dénombrons 10 pays de la région à avoir changé leur position. Par conséquent, les relations avec ces pays se sont développées à plusieurs niveaux. En témoigne l'échange des visites, les projets économiques lancés en commun et les aides humanitaires acheminées par le Maroc à certains pays de la région. Le Maroc et la République du Suriname s'attellent aujourd'hui à mettre sur pied des partenariats solides basés sur la confiance et le respect mutuel. Restons sur Rabat où se déroulent les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de Cheder Afrique, l'organisation qui gère le secteur de l'habitat au niveau du continent. Un conclave qui prend place dans un contexte favorable pour le Royaume en matière de financement, de logement. Le système bancaire s'est approfondi d'une façon remarquable avec une capitalisation du secteur qui dépasse 140% du PIB. C'est un sujet de Wafa Bandoro commenté par Boubkir Mnabrit. Shelter Afrique, une institution financière panafricaine qui accompagne et soutient le développement du secteur du logement au niveau du continent africain. Shelter Afrique a choisi Rabat pour la tenue de sa 2e assemblée générale. Avec un taux d'urbanisation à 50% prévu pour 2030, la réflexion sur le sujet se pose avec acuité. Ce qui est fondamental, c'est que le continent, globalement, souffre énormément d'un habitat globalement insalubre à près de 60% dans la majorité des villes, avec une progression de l'urbanisation qui est en 2009 à 40% et probablement à 50% en 2030. Donc avec une population prévue à plus d'1 milliard, c'est important comme impact. Tout cela nous amène à dire que les politiques qui sont faites dans les différents pays méritent probablement d'être revues, révisées en permanence et en tout état de cause d'avoir des plateformes comme celle-ci pour partager les expériences. Les défis en Afrique sur le plan de l'aménagement et de l'habitat sont importants. La session de Shelter Afrique Rabat traite aujourd'hui du problème de financement. L'heure est à la mobilisation des ressources. Alors je pense que cette session est importante, l'Assemblée des ministres. D'abord par rapport à Shelter qui est un instrument commun aux États africains. Nous sommes dans un processus de renforcement de la gouvernance, mais aussi de mobilisation de ressources pour que l'institution puisse jouer pleinement son rôle auprès des États, en accompagnant ces États et les secteurs privés. La mise à disposition de logements décents. Parmi les premiers objectifs de l'institution financière panafricaine, demander aux pays membres de payer leurs arriérés. Shelter Afrique compte également s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de logement et d'habitat. Dans le cadre du Salon international de l'habitat du Sénégal, dans sa 2e édition, les ministres marocains et les experts nous ont permis de partager avec nos frères africains cette expérience marocaine en termes de stratégie d'accélération de construction de logements, en termes d'éradication des bidonvilles, mais également en termes de moyens financiers mobilisés par des mécanismes au Maroc qui permettent à ce royaume d'arriver à des résultats très importants. Le continent africain souffre énormément d'un habitat globalement insalubre, près de 60% dans la majorité des villes, avec une progression de l'urbanisation à 40% et probablement à 50% à l'horizon 2030. À la une également, un rapport détaillé sur le procès de l'affaire Gdi Music présenté par le Conseil national des droits de l'homme, présenté lors d'une conférence de presse à Rabat. Un rapport que l'instance a jugé équitable. Selon le CNDH, le procès a répondu à toutes les normes d'un procès équitable et aux instruments internationaux pertinents. L'instance avait mandaté une équipe de 7 observateurs pour observer ce procès. Le président du CNDH, Driss Liazami, nous en dit plus. Ce procès a obéi, a respecté les normes du procès équitable. Ce procès, c'est la nature de la juridiction devant laquelle les inculpés ont comparu, qui est une juridiction qui garantit l'indépendance de son indépendance. Deuxièmement, le temps imparti au débat. Il y a eu 31 audiences durant des semaines et des semaines qui ont permis à toutes les parties, les inculpés comme les victimes, aux avocats des uns et des autres de présenter leur point de vue, de défendre leur position. Les mesures d'instruction qui ont été déployées
il y a eu des preuves matérielles, notamment des CD. Il y a eu aussi les déclarations des inculpés eux-mêmes devant la police judiciaire, mais aussi devant le juge d'instruction, en présence de leurs avocats. Il y a aussi les expertises médicales que la défense des inculpés avait demandées. Toute une série de mesures d'instruction a été présentée devant la Cour. Je crois aussi que la transparence de la procédure, sa publicité. Autre rapport, cette fois-ci économique, celui du FMI pour la région MENA, exposé en conférence de presse à Rabat. Il en ressort que malgré le renforcement de la reprise mondiale, les perspectives économiques de la région restent relativement timides en raison de l'adaptation au faible niveau des prix de pétrole et des conflits régionaux. S'agissant des pays importateurs de pétrole, la croissance devrait s'accélérer grâce au renforcement de la demande intérieure et à un redressement conjoncturel de l'économie mondiale. Et puis, quant à la croissance hors pétrolière, elle devrait remonter à environ 2,6% en 2017 et elle sera de 2,4% en 2018. Un siècle après sa publication, la déclaration Balfour fait toujours autant polémique. Le texte du nom du ministre britannique des Affaires étrangères de l'époque, Arthur Balfour, avait ouvert la voie à la création de l'État d'Israël. 100 ans après, les tensions n'ont cessé de croître. Aujourd'hui, les Palestiniens demandent des excuses et des compensations financières contre ce qu'ils qualifient de complot. Ils exigent également d'étudier les façons de poursuivre le Royaume-Uni en justice. En Irak, les tensions montent entre le gouvernement central et les autorités kurdes. Pas plus tard qu'hier, le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a accusé les autorités kurdes d'avoir renié l'accord sur le retrait de leurs forces de zones disputées, tandis que l'armée dénonçait des mouvements militaires visant à empêcher son redéploiement. Les troupes des deux camps sont toutefois toujours déployées dans l'attente d'un ordre de retrait ou de reprise des combats. Du nouveau au sujet du feuilleton politique du Catalexit, un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué Carles Puigdemont a été déposé. Le parquet espagnol avait requis la prison pour 8 des 14 membres du gouvernement catalan destitués qui font l'objet d'une enquête pour rébellion. Pour rappel, le procureur général d'Espagne avait demandé des peines maximales de 15 à 30 ans de prison. Nouvelle fusillade aux États-Unis, cette fois-ci dans le Colorado. 3 personnes ont été tuées hier soir par des tirs d'armes à feu dans un supermarché de cet État de l'Ouest américain. Aucune personne n'est mise en garde à vue pour l'instant selon la police. Plusieurs personnes seraient également touchées par cette fusillade. On la surnomme la plante du paradis. Le henné est bien plus qu'un simple colorant végétal. C'est un produit de terroir qui fait recette dans la province de Taroudant, où des femmes se sont constituées en coopérative pour la production du henné. Un pas déterminé pour une véritable autonomisation. Sarah Katir. Une couleur verte d'une intensité plus foncée que le vert de l'olivier est la particularité du henné produit au Maroc, notamment celui cultivé dans la région de Mnizla à Taroudant. La zone cultive plus de 23 hectares de henné. Chaque hectare produit 1 tonne de henné à raison de 3 fois par an. Le henné est un produit lié à notre patrimoine. Ses utilisations sont diverses. Le henné orne la mariée, le circoncis et la femme après l'accouchement. De plus, le henné contribue à la réalisation du développement économique de notre région. Le henné représente un des produits du terroir les plus prisés dans cette région. La plante représente de ce fait une source de revenus pour les habitants de Mnizla et pour les femmes travaillant dans cette coopérative. La culture du henné revêt une importance cruciale dans la province de Taroudant au même titre que l'arganier. Il représente pour ces femmes une source de revenus et on aspire au développement de cette culture et pourquoi pas la création de Dar al-Henna à Mnizla. La région organise aussi un festival annuel de henné,
une plante utilisée comme produit de beauté mais aussi en pharmacologie. La plante du paradis a en effet plusieurs vertus médicinales et cosmétiques. Son œuvre intrigue et sa pensée s'inscrit au cœur des grands débats de la société. J'ai nommé François Mauriac, prix Nobel de littérature en 1952. À Rabat, un 31e colloque international lui est consacré 47 ans après sa disparition, avec pour objet de réévaluer, au regard de notre époque, les prolongements d'une pensée en action. Lors de ce colloque, un hommage est rendu à cette figure de proue de la littérature mondiale. C'est aussi un grand ami du Maroc qui ne cessait de penser qu'écrire, c'est agir. Wessal Imri, Dominique Orlando. C'est probablement déjà au nombre de personnes présentes à ce colloque que l'on peut mesurer l'aura immense qui enveloppe depuis toujours la pensée et la personne de M. François Mauriac, qui fut connu en tant que romancier pour la formidable analyse des passions de l'âme dans laquelle il excellait. La plupart des étudiants en langue française ont eu au moins une fois à disserter sur l'un de ses romans. Ce que tente de mettre aussi en avant ce colloque, c'est la dimension politique de son parcours d'homme engagé sur la voie de la sagesse et de la raison. L'objectif de cette rencontre est de commémorer la mémoire d'un grand homme qui est doublement important à nos yeux, nous autres Marocains, parce que c'est un prix Nobel de la littérature en 1952, mais surtout parce que c'est un homme qui a soutenu l'indépendance du Maroc à un moment très difficile en 1954. C'est quelqu'un qui a défendu feu Mohamed V et la famille royale dans l'épreuve qu'ils ont subie à cette époque-là, lorsqu'ils ont été bannis du pays et donc assignés à résidence à Madagascar. Donc nous sommes redevables à cet homme doublement en raison de sa place sur le plan littéraire, mais aussi ses positions politiques. Deux volets qui seront abordés et étudiés durant ces 2 jours de colloque. On y parlera évidemment beaucoup de pouvoir de l'écriture et de la parole. En quoi la littérature peut-elle être utile à l'ouverture sur l'autre et sur le monde? En quoi est-elle essentielle pour mettre au centre de la discussion cette éthique qui comptait tant à ses yeux? L'engagement d'un écrivain peut se situer ailleurs. Pas uniquement sur le plan politique, mais également, je dirais, sur le plan culturel. Pourquoi pas? Puisque François Mauriac en est la parfaite démonstration. Il a pu démontrer justement à travers ses œuvres que l'engagement d'un écrivain peut être situé dans un contexte culturel dans lequel il pourra défendre ses valeurs à la fois morales et culturelles. Replonger dans l'univers de ce grand homme de lettres qui fut aussi un humaniste reconnu et aujourd'hui plébiscité, c'est aussi admettre l'indéniable emprise de sa pensée sur la modernité des temps nouveaux. Rabat célèbre à nouveau les couleurs africaines. Une exposition collective réunit des artistes marocains de tous horizons à la Fondation Mohamed VI des œuvres sociales, de l'éducation et de la formation. Des créateurs animés par les mots et les espérances d'un continent en émergence, d'un espace qui nourrit le rêve de l'intégration. Hanan Arsalal et Zakaria Mouqinbillah. L'Afrique décidément ne cesse d'inspirer les artistes, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Quel que soit leur propre style, abstrait ou figuratif, ils réussissent à donner au continent des dimensions artistiques insoupçonnables. Chaque artiste a travaillé sur ce thème précis avec son propre style et technique de travail. C'est un sujet intéressant parce que le Maroc appartient au continent africain. Cela pose plusieurs questions sur le plan culturel. À travers les arts plastiques et les différentes formes d'expression, nous essayons de soulever plusieurs questions. C'est pourquoi nous avons choisi la thématique de l'Afrique. L'ouverture sur l'Afrique à travers l'art, un facteur d'enrichissement pour les artistes eux-mêmes, qui y trouvent une véritable invitation au partage et à la complémentarité. Le continent dans sa diversité s'offre également aux visiteurs. C'est jusqu'au 17 de ce mois.
Le compte à rebours a commencé pour les poulains de Hossein Mouta. Depuis 3 jours maintenant, les joueurs du Wydad de Casablanca ont entamé à Rabat leur stage de concentration en prévision de la finale retour de la Ligue des champions africaine qui les opposera après-demain samedi au club égyptien d'Al Ahli. Un match nul vierge leur suffit pour remporter le trophée. Le match sera donc disputé samedi au complexe Mohamed V de Casablanca à partir de 20h. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre à 21h, à 20h30 plutôt. Une nouvelle édition complète avec Nadia El Mouden. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30.